Bonjour à tous. La seule évocation de son nom peut vous garantir foule. Au Mali, l'imam Mahmoud Dicko est une personnalité religieuse très influente. Président du Haut Conseil islamique du Mali de 2008 à 2019, il est très écouté par ses compatriotes. Le 5 juin dernier, à Bamako, la capitale du pays, il organise un meeting qui rassemble une foule immense. La police évoque le chiffre de 10 000, les manifestants plus d'1 million. Soutien du candidat Ibrahim Boubacar Keïta en 2013. Il tombe en disgrâce avec celui-ci quelques mois après son élection. Il ne manque d'ailleurs pas de critiquer ses actions, ce qui l'a également fait. C'était le 5 juin dernier au cours de la manifestation de Bamako. Alors s'il se définit comme membre de la société civile, son influence sur le terrain politique devient à la limite gênante et inquiétante pour nombre d'acteurs politiques. Sur Angle de Vue, mesdames et messieurs, nous posons le débat. L'imam Mahmoud Dicko menace-t-il le fauteuil d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali? C'est évidemment le sujet en débat avec mes invités. Monsieur Souleymane Hamzat, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes consultant international en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Face à vous, un habitué, mais qui a pris ses distances depuis quelques mois. Ebet Oye, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste intégrationniste. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Voilà. Souleymane Hamzat, voilà, vous avez sans doute suivi un peu ce meeting, en tout cas sur lequel on reviendra d'un instant de l'imam Mahmoud Dicko, notamment au Mali. C'était donc le 5 juin dernier qui a mobilisé foule, comme je le disais. Une personnalité très influente, disais-je, dans mon introduction. Je vous remercie déjà de m'inviter sur cette émission qui est une émission hautement sensible. Sensible parce que nous toucherons certainement à un certain nombre de points, dont le point religieux. Parce que tout ce qui touche aujourd'hui à la religion est extrêmement sensible. Et vu que nous parlerons d'un imam, je crois que nos propos doivent être véritablement limités. L'imam, disons, c'est quelqu'un qui déjà, au début, pour avoir déjà créé son propre mouvement, s'est donné une certaine notoriété sur le plan national. Mais son capital en matière de mobilisation s'est renforcé quand il a fait appel, je crois, entre le 7 juin et le 9 juillet, je crois, 2019, quand il a fait appel aux associations, mouvements, partis, tout ça, et que son mouvement s'est étoffé. Mais vous savez qu'on ne gère pas un mouvement sans moyens. Donc, sûrement, je me pose une question. Qui est derrière ce mouvement? La question reste posée. Et quelque part, c'est quelqu'un aussi qui a fait les langues arabes, le professeur de langue arabe. Donc il a quand même un background, ce qui fait que vous remarquez qu'il s'exprime beaucoup plus en langue locale ou parfois en arabe. Il évite un peu les propos en français. Ses acquaintances aussi avec les mouvements djihadistes, avec Agali, avec lequel il a beaucoup de contradictions d'ailleurs. Ce sont des paramètres que nous devons défricher et voir à peu près quelle est la visée et la portée de cet individu. Une personnalité religieuse, en tout cas à la limite crainte, je dirais, au Mali, parce qu'elle draine évidemment foule. En 1980, il devient donc imam et commence d'ailleurs à donc faire son parcours, avec aujourd'hui le résultat que nous voyons. Quelle est la lecture que vous faites un peu, disons, de cette aura, de cet imam, Mahmoud Dicko? Je vous remercie. Je vais d'entrée de jeu tempérer le cadrage qu'a voulu faire mon excellent ami du fait que le personnage est un imam et qu'il s'agit de religieux. Non, je pense qu'on doit aller au-delà des conventions pour décrypter ce personnage qui n'est pas qu'influent. Il est charismatique et au-delà des fonctions religieuses qu'il exerce, il est politique. Souvenez-vous qu'il a appelé à voter pour Ibeka en 2013 et qu'il s'est impliqué d'ailleurs dans la campagne.
Alors, je pense que ce personnage, il faut le scanner en 3 points qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est que il surfe sur le contexte politico-religieux du Mali, qui est un contexte un peu particulier, marqué par le terrorisme, et marqué par une action politique de IBK qui commence à s'essouffler. S'essouffler dans la mesure où les promesses électorales ont eu du mal, n'est-ce pas, à se concrétiser. Et deuxièmement, il y a un phénomène socio-culturel. C'est-à-dire que l'introduction, n'est-ce pas, d'un phénomène nouveau pour les gardiens, n'est-ce pas, d'un islam rigoureux, je vais parler de l'homosexualité. Et vous savez que ce sujet, quand il aborde ça dans la société malienne, il a forcément des soutiens, pas inattendus, mais des soutiens assez florissants. Et troisièmement, pour le personnage de Dicko, c'est que il semble qu'il est intéressé par le pouvoir. Il est intéressé par le pouvoir comme la plupart de ceux qui sont à la tête, n'est-ce pas, d'un grand nombre de mouvements ou bien de foules. Vous savez, il y a la foule, il y a la prédication, il y a certainement une autorité qui est en train, n'est-ce pas, de s'asseoir considérablement dans la société. N'oubliez pas que pour négocier avec les terroristes, il a été médiateur à un moment donné. Ouais. Donc, il reste une interface, n'est-ce pas, avec des groupes supposés attentatoires, aux actes attentatoires à la République, donc à l'État, et l'État lui-même. Donc je pense que tous ces facteurs réunis font, n'est-ce pas, de l'imam de Bamako un personnage non seulement religieux, mais un personnage politique clé qu'il convient d'intégrer, n'est-ce pas, dans l'actualité et dans la perspective future de la succession de IBK. Donc, mais il y a des inquiétudes manifestes. Est-ce que nous ne tendons pas vers ce que nous avions vu en Algérie avec le FIS, le Front islamique du salut, parce que, comme vous l'avez rappelé, toutes ces interventions, si ce n'est pas en langue locale, c'est en arabe, et ça prend toujours des fondements islamiques. Donc, il est forcément question de faire un peu attention à ce personnage que je trouve de plus en plus sulfureux. Souleymane Hamzat, est-ce que la religion, disons, a joué un rôle important, disons, dans cette influence de Mahmoud Dicko? On sait que le Mali a 95% musulmans. Est-ce que le fait, par exemple, de surfer, comme le disait Emmett Oye, sur ses atouts, a pu quand même lui donner progressivement cette aura? Je le disais dans mon introduction. Vous voyez, le Mali est un pays fortement islamisé. Et la meilleure parade aujourd'hui pour atteindre le peuple, c'est de fléchir justement sur ce paramètre-là. Et l'imam Dicko, il a été le personnage qui a su bien concevoir, n'est-ce pas, cette entrée-là par la religion vers la politique. Malheureusement, le Mali vit des heures sombres. Et c'est lié au terrorisme. Et tout ce qui est lié au terrorisme est lié un peu, entre guillemets, à la religion. Quoique moi, je dis souvent que le terrorisme n'est pas une question de religion. Oui, on a du mal à faire effacer quand même cette perception. Oui. C'est comme le débat est toujours en cours. Bon, quand il y a toujours des éléments il y a toujours des gens derrière qui manipulent, qu'on ne voit pas. Parce que le terrorisme a des sources, des sources de financement, des sources politiques, des sources économiques, etc. etc. L'imam a su surfer, comme je disais, sur la religion. Et vous connaissez sa fougue, vous connaissez comment il y va dans le verbe. Il ne fait pas de détails. Donc, ayant remarqué cette faiblesse-là, mais moi j'ai souvent dit que le parcours sécuritaire du président IBK est un échec. C'est un échec cuisant. Étant donné ceci, il profite de cette opportunité pour se mettre en scène. Alors, s'il vient combler des trous, comme l'a dit mon co-débatteur, sur des facteurs comme l'homosexualité, le fait qu'on coupe de la charia, les règles de la charia,
qui aujourd'hui manque aux Maliens, en réalité. Il faut un peu de rigueur dans ce pays-là aujourd'hui. Et il devient de facto un personnage énigmatique, mis en vogue. Et il sait jouer. Il sait jouer sur des détails, comme des réunions, des appels de foule, les marches. Et quand on voit ça à la télé, oui, ça lui donne une certaine notoriété. Touye, vous avez dit tout à l'heure qu'il semble quand même s'intéresser au pouvoir dans le troisième élément que vous essayez donc d'évoquer. Pourtant, il refuse qu'on les désigne quand même comme un acteur politique. Il préfère se réclamer de la société civile, une personnalité religieuse. Éternel débat toujours entre les frontières, entre, disons, la religion et la politique. Oui, d'abord, je pense que ça fait partie de la tactique politicienne. Vous vous souvenez que ce soit au Bénin, au Togo, et bref, dans la CEDEAO, les politiques qui veulent entrer en politique sous le couvert de la société civile ont cette pudeur pour dire que non, ils sont de la société civile. Je pense que la frontière elle est très mince. Parce que, vous savez, on tombe en politique comme en religion. C'est-à-dire que quand on y va, quand il y a la foule, quand on devient un leader, quand on commence à indiquer la voie à suivre, on fait déjà de la politique. On est déjà dans la politique parce que la politique, c'est d'abord un discours. Et le discours que tient l'imam de Bamako est un discours sur un projet de société. Quand n'oubliez pas qu'il appartient au courant sunnite, n'est-ce pas, de l'islam. Oui, ouais. Donc, et pour lui, rigoureuse d'abord, et Hamzat, je crois, Hamzat l'a rappelé tout à l'heure. Donc, vous voyez, quand on commence, n'est-ce pas, à dessiner une société, à faire un croquis, n'est-ce pas, de la société, on est forcément déjà en politique, même si on ne l'affirme pas. Et donc, je pense qu'il a déjà des ingrédients, n'est-ce pas, qui propulsent. Vous avez rappelé tout à l'heure que le Mali, ça fait près de 95 ou 98%, n'est-ce pas, de musulmans. Et donc, forcément, il y a des sujets qui intéressent. Il y a le contexte social, le contexte culturel, le contexte sociologique, avec une gouvernance de plus en plus chaotique. Parce que là, au Mali, l'autorité de l'État s'est effritée, avec les bandes armées qui occupent le territoire. Donc l'État a du mal, n'est-ce pas, à s'intégrer. Et lui, par contre, s'impose ou se présente comme un personnage qui peut discuter avec ceux qu'on peut considérer comme les hors-la-loi et il opte pour la médiation et il est perçu au Mali comme celui qui peut ramener l'État dans ses oripeaux régaliens. Et par conséquent, forcément, malgré lui, mais je dis bien malgré lui, il devient un personnage clé. La manifestation de juin dernier, du 5 juin, il y a quelques semaines, prouve une fois encore que l'imam Dicko, malgré lui, est au cœur, n'est-ce pas, d'une nouvelle sollicitation. Et cette sollicitation, elle est politique. Elle est politique face à une gouvernance qui ne rassure plus, face à IBK, dont l'usure du pouvoir fait apparaître, bien qu'il ait de l'expérience. N'oubliez pas qu'on l'a découvert du point de vue politique avec Konaré, qui en a fait vraiment un personnage. Mais à la longue, l'héritage politique, n'est-ce pas, de ses prédécesseurs s'est effrité. Parce que si nous avons aujourd'hui Dicko qui monte en puissance, il faut le dire, qui monte vraiment en puissance, c'est d'abord l'échec de la classe politique malienne. Et justement, nous allons quand même scruter. Oui. Je voudrais rebondir un peu sur quelque chose que mon co-débatteur a dit qui est très important. C'est toujours pour paraphraser le personnage de Dicko. Vous voyez qu'à un moment donné, pour le code de la famille, au Mali, voilà quelqu'un qui s'y opposait complètement parce que bon, on intégrait l'égalité entre certaines valeurs qui venaient de l'Occident. C'est à croire qu'il y a certains personnages à double face. On ne sait pas, en tant qu'imam, est-ce que certains imams modérés, comme on en connaît ailleurs,
où il est carrément resté dans la ligne droite de la charia. Et d'ailleurs, son intervention ça fait craindre. A ramené carrément à abandonner totalement ce projet du code de la famille qui prévoyait, entre autres, l'égalité entre l'homme et la femme. Ouais. Merci beaucoup d'avoir évoqué ce point. C'est une question sensible dans toutes les sociétés, parce qu'il s'agit de la famille. Au-delà de la famille, il s'agit de l'identité malienne. Justement. Vous savez que le Malien, il est le Malien. Il est un homme au sens plein du terme. Et venir lui amener des valeurs, d'ailleurs, pose problème. Et ça seul constitue déjà un sujet fédérateur de tous les Maliens autour du personnage de Dicko. Et les politiques ont anticipé, parce que en révisant, n'est-ce pas, plusieurs dispositions du code pour rester en phase avec Dicko, ils ont déjà compris qu'il fallait rapidement ne pas opposer la société, n'est-ce pas, à cette classe politique qui, vous le savez très bien, ce sont des projets de loi qui sont proposés dans des officines qui sont en dehors de celles, n'est-ce pas, de nos sociétés africaines, notamment la question très sensible de l'homosexualité. D'accord. Juste pour un peu pour renforcer, je lisais récemment une disposition qui figure dans une loi de 2015 au Bénin, mais récemment j'ai pu constater que la loi existait depuis 1886 en France, donc c'était du copier-coller. Alors, juste pour approcher, pour aborder notamment les raisons, en tout cas, qui justifient, disons, cette montée en puissance de l'imam Mahmoud Dicko. Évidemment, le bilan de IBK aujourd'hui en fait partie. La question de la sécurité, Hamzat Souleymane, vous en parlez depuis quand même le début de son mandat. Lui qui avait suscité tout de même un certain espoir, même s'il n'était pas aussi forcément charismatique. Aujourd'hui, la faiblesse sur le plan sécurité quand même est un atout sur lequel sauf l'imam, selon vous. Oui, sans aucun doute. Parce que je n'aurais pas su déjà les dissensions qu'il y a eu entre Yada Gali et l'imam Dicko, concernant la lettre où il se faisait passer pour un négociateur. Il y a eu un démenti par la suite. Il faut partir de ce fait-là et se rendre compte que l'imam Gali, au fait, l'imam Dicko, au fait, a une portée spirituelle qui ne dit pas encore son nom. Je dis spirituelle, je ne dis pas religieuse. Parce que le Mali, au fait, il y a une prédominance non, il y a une période musulmane au Mali qui est antérieure à l'islam. Donc les Maliens avaient déjà des habitudes qui n'ont jamais laissé à ce jour. Absolument. Ah oui, c'est en cela que mon co-débatteur dit le Malien reste un Malien. Et vous allez en France, vous allez partout, ils sont toujours ils ne changent pas. Le Malien a gardé son identité culturelle. Il surfe sur ce point-là. Le deuxième point, c'est sur le point religieux. Moi, j'ai un peu de flou par rapport à ce personnage énigmatique. Il est imam de la mosquée d'une ville comme Bamako. Imaginez-vous un peu. Tous les vendredis, ça fait des prêches à la mosquée. Ça soit des serments, ça soit des recommandations. Et ça accompagne une certaine foule qui s'amplifie de jour en jour. Le troisième facteur, c'est le facteur financier. D'où lui viennent les moyens pour faire ça? On fait pas tout ce qu'il fait là. Parce qu'on s'appelle l'imam Dicko. Il y a sûrement une force derrière. Est-ce le côté sunnite de sa personnalité qui lui vient en aide? La question reste posée. Et là, je suis un peu inquiet par rapport au futur. D'accord. Si tel est le cas. On parlait de la question du niveau sécurité, notamment le bilan de IBK, qui a sans doute aussi favorisé un peu cette émergence. Tout à fait. IBK, sur le plan sécurité. Déjà, il y a une armée tout à fait désorganisée. Les Français ont beau faire d'aider à remettre sur pied cette armée. Il y a l'opération Serval, il y a Barkhane, il y a tout ce que... Bon, avec de temps en temps, quand on voit que ça veut chuter complètement, vous devez avoir remarqué que quand le régime malien veut vaciller, il y a toujours une action ponctuelle qui vient. Pim. De la France. Et du coup, et puis voilà, on a tué tel terroriste. Et ça fait effacer en quelques jours tous les déboires que vive le peuple malien. C'est-à-dire, on sort de ce contexte, on se met dans tout ce qui a été fait. C'est le cas, par exemple, de la mort
du chef d'AQMI, ouais. tout dernièrement, qui semble avoir mis un peu de l'eau dans toute cette manifestation du 5. Mais je pense que le peuple malien n'est pas dupe et qu'il saura rebondir. Eh bien, sur le plan de la sécurité, est-ce que visiblement Ibeka avait des marges de manœuvre ou un peu, c'est pas, en tant que chef suprême de l'armée, n'a-t-il pas été un peu surpris aussi par les événements? C'est quand même plus d'1 million de kilomètres carrés le Mali. Hein. Voilà, j'en venais que est-ce que Ibeka, chef suprême des armées, a une armée désaxée, déboussolée, désorientée, et qui a besoin d'être reconstituée? Un territoire accaparé par des bandes armées et qui sont lourdement armées, parfois même, selon quelques rapports de l'ONU, et ces bandes sont suréquipées par rapport même à l'armée malienne. Donc je crois que du point de vue de la sécurité, et l'État malien que préside Ibeka a été défaillant, au point où nous acheminons vers un État failli. Un État où le commandement n'est pas unifié, où on ne sait vraiment pas qui commande. Justement, pas dans la ville, dans tout le Mali. Oui. Vous voyez, donc le défi majeur du point de vue sécuritaire, c'est de réinventer l'État. L'État malien n'existe plus. L'intégrité du territoire est une fiction et n'est est perceptible que sur les réseaux sociaux. Sinon, dans la réalité, sur le terrain, Bamako reste pratiquement la seule partie où on sent la présence, n'est-ce pas, des forces de défense. Oui, donc quand il n'y a pas d'entente. Donc je pense que sur le point de la sécurité, Ibeka a un bilan assez chétif. Et il faut reconnaître que même au-delà de Ibeka, que ce soit même les membres Diko, ce qui reste une probabilité dangereuse. Oui, elle est dangereuse parce que on ne sait pas trop ce qui est derrière l'imam Diko. Parce que l'imam Diko, c'est vrai, s'il arrivait à vouloir présider les destinées du Mali, il sera un État purement islamique et arabisant, même un État arabisant. Donc il faut faire un peu attention. Je pense que ce personnage, il faut réussir à le convertir dans des structures susceptibles de ramener la sécurité, n'est-ce pas, au Mali. Moi, je pense qu'il est un personnage important, charismatique, qui sera beaucoup plus utile au Mali dans la restauration de l'État, dans la sécurité des biens et des personnes, que dans la perspective d'une éventuelle présidentielle. Alors, parlons de la rencontre, notamment du meeting du 5 juin dernier. Il a quand même évoqué des propos soi-disant, par exemple, aux Maliens, si Ibeka, par exemple, ne changeait pas, je vous demande de prendre vos responsabilités. 24 heures après, il tente donc de tempérer en disant que ses propos ont été sortis de son contexte, de son contexte. C'est qu'au fait, il ne voulait donc pas envoyer le Mali, c'est pas dans le bourbier, et appeler donc à l'insurrection. Est-ce que finalement, Souleymane Hamzat, il essaie, comment dit-on, de jouer au bâton et à la carotte, alors même sans doute qu'il est en train de viser un peu, disons, le fauteuil d'Ibeka? L'imam Diko est face à des tacticiens. Je parlais de la France. La France n'a pas encore dit son dernier mot sur le Mali. Il y a d'autres paramètres. Il y a la Russie aussi qui rentre dans le jeu, avec la formation de l'armée malienne. Ouais, déjà, à partir de là, il y a deux idéologies qui s'opposent. Du moins. Et lui, en tant qu'imam, je me pose la question de savoir quelle est sa portée sécuritaire. Est-ce qu'il est en train de composer avec les groupes dont on parle, avec lesquels il a de bons contacts, ou bien, quels qu'en soient parfois les refus que ces groupes-là lui opposent en termes de négociation, il reste quand même quelqu'un qui est très influent et qui a le contact facile avec ces gens-là. Il peut comprendre ces gens-là. D'où mon inquiétude de savoir si demain l'État malien, ça va être un État islamisant. Je me pose la question. Le deuxième facteur, c'est que la France,
qui veut un État laïque, n'est-ce pas, avec une constitution bien ouverte, pas wahhabisante, si je peux ainsi m'exprimer, ne laissera pas faire. La France ne laissera pas faire. Malgré Ibeka, il reste toujours dans son fauteuil, hein, malgré cette manifestation-là. On le disait fuyant, mais il est resté sur place parce que l'armée française ne le lâchera pas. Derrière tout ça, il y a des intérêts qui ne disent pas leur nom. Posons-nous la question de savoir où va le Mali aujourd'hui avec Ibeka qui a complètement failli, comme l'a dit mon co-débatteur, et je suis d'accord avec lui, sur le plan social, économique et sécuritaire, je ne dis pas politique, sécuritaire, franchement, c'est la différence totale. Revenons maintenant, en dernier, sur tout ce qui est coutume, ce que je disais tantôt, par rapport à la période pré-islamique, l'aspect culturel du Malien lui-même. Il y a des choses que vous n'arriverez pas à effacer aux Maliens. Tel que son bon vivre, son quotidien. Et ramener une idéologie d'ailleurs, venir lui imposer, non, ça c'est pas pour le Mali, ça. Le Malien reste typique. Et ça, l'imam est très fort pour faire montrer aux Maliens que ceux d'ailleurs viennent pour faire détruire. La preuve, il a dit, la France n'est pas là pour sauver le Mali, la France est venue pour ses intérêts. Donc, partant de ce point, il va falloir certainement qu'on le recadre et qu'on lui dise, écoutez, dites-nous où est-ce que vous amenez notre pays. Sans quoi, j'ai des craintes que demain, la composition se fasse avec tous les groupes islamistes que vous voyez dans le Sahel. Voilà, le Mali semble déjà constituer un gâteau. On voit plusieurs quand même États venir avec les différentes armées qui s'y installent, les différentes opérations également, Barkhane, et que sais-je encore, G5 au Sahel, avec plusieurs opérations pour intervenir et bétoyer. Est-ce que déjà, avec, disons, la preuve qu'il a pu apporter, qu'il peut mobiliser une grande foule, il y a eu quand même une délégation qu'il a rencontrée juste au lendemain déjà de la rencontre, notamment en début de semaine, pour quand même essayer de parler et un peu de négocier avec lui. C'est à cette occasion qu'il a fait. Est-ce que, comment dit-on, aujourd'hui, c'est plutôt, j'allais dire, le pouvoir d'Ibeka qui a besoin de lui, ou peut-être lui qui doit aller vers le pouvoir? Non, c'est Ibeka. Ibeka a besoin de l'imam Mondiko. Il a besoin même de la coalition, n'est-ce pas, qui se forme autour, n'est-ce pas, de ce personnage-là. Et non seulement pour 2 ou 3 raisons. Et la première raison, c'est que politiquement, une telle manifestation d'une telle ampleur pose un problème de tranquillité pour lui. Ouais. C'est une menace pour le pouvoir de Ibeka. C'est quand même dans la capitale. C'est dans la capitale. Dans la capitale où on est supposé qu'il a les moyens pour quand même contenir au moins la capitale, à défaut de contenir tout le territoire. Deuxièmement, c'est que le personnage de Diko, n'oubliez pas, comme on le dit, un allié. Il est allié du pouvoir d'Ibeka. Ou du moins, il fut allié du pouvoir d'Ibeka. Et quand on a été allié, forcément, on a eu à partager un certain nombre de choses, notamment en matière de sécurité, puisque lui, il prêche beaucoup, il est imam, et il a joué un grand rôle pour son avènement. Donc forcément, il a été aussi médiateur, même s'il y a eu des querelles avec Agali après, il a été quand même celui qu'on envoie calmer les groupes terroristes. Je le présente comme ça, celui qu'on envoie calmer. Donc Ibeka a besoin de lui. Ibeka a intérêt que le Mali ne se désorganise pas. Parce qu'on ne peut pas analyser le conflit malien interne sans évoquer la situation en Libye. D'ailleurs, au Sahel en général. Parce que quand vous voyez, n'est-ce pas, le schéma aussi bien d'approvisionnement et de disposition tactique, autour du Mali, il y a beaucoup de groupes armés. Et la preuve, c'est que quand il y a des attentats, ce sont des attentats un peu ciblés et qui se trouvent sur la courbe. Allez au Niger, un peu dans la bande au niveau l'Algérie, et ainsi de suite. Donc, je pense que il y a un problème réel. Au-delà, n'est-ce pas, des analyses politiciennes, c'est qu'il faut voir que l'imam Diko
est devenu un personnage clé, n'est-ce pas, de la solution du terrorisme au Sahel. Il est désormais une solution clé parce qu'il a les moyens, intellectuels, religieux et spirituels pour amener quand même la paix. Parce que ce ne sont pas des groupes si isolés. Les groupes qui opèrent dans le Mali ne sont pas des groupes isolés. Il y a quelques liens qu'ils ont avec ces éléments-là. Donc je pense que Ibeka a besoin, n'est-ce pas, de l'imam pour ramener non seulement la paix, mais restituer l'État. Parce que l'État n'est inexistant au Mali. Alors, comment peut-on calmer ces ardeurs quand on sait, par exemple, qu'ils mobilisent une grande foule et que le pouvoir, la tentation de pouvoir existe toujours? Quand vous franchissez beaucoup de choses, parfois, en tant que leader, on se dit pourquoi ne pas y aller? Suleiman Hamza, comment calmer aujourd'hui ces ardeurs alors que sur le terrain, comment dit-on, il essaie d'avoir une grande influence? Je me pose la question, si on peut calmer l'ardeur. C'est-à-dire, lui dit simplement, voilà, c'est-à-dire, lui dit simplement non abandonner le terrain politique, rester sans doute uniquement dans le cadre de médiateurs religieux, alors que il se dit peut-être, voilà, je suis sans doute près du but. Je ne vois pas au Mali aujourd'hui celui qui a la poigne de faire face à l'imam Dicko et de lui dire, écoutez, arrêtez, ne rentrez pas en politique. Celui-là, il n'existe pas. Celui sur lequel on pouvait compter, de manière laïque, c'était Soumaïla Cissé. Mais voilà qu'il a disparu, en guillemets, on ne sait pas là où il est. L'imam Dicko il a une certaine, je ne sais pas, il s'est forgé lui-même une certaine notoriété qui aujourd'hui fait de lui un personnage incontournable sur la scène politique. Je ne dis pas sur la scène religieuse, mais sur la scène politique. Mais il surfe sur le religieux, sur le spirituel et sur le culturel aujourd'hui pour renforcer... Pour renforcer sa notoriété. S'il veut y aller au présidentiel, qu'il le fasse de manière claire et ouverte. À mon avis, je crois que c'est lancé. Il est bien parti pour se positionner comme un successeur. Mais je reviens encore en vous disant, successeur, mais dans quel contexte? Est-ce pour faire du Mali une république qui va travailler avec toutes ces bandes armées qu'on voit? Ou est-ce qu'il a un plan spécial? Ou bien c'est le wahhabisme qui va s'imposer demain au point où le Mali deviendra un autre terreau d'entraînement du terrorisme? Du terrorisme, oui. Suleiman Hamza, tu le disais tout à l'heure, mobiliser fou ne veut pas forcément dire qu'on a un programme d'action, peut-être pour gouverner. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir la capacité de tempérer les ardeurs de l'imam Dicko à ne pas quand même penser notamment à la présidentielle? Je ne parle plus du terrain politique, parce que pratiquement il y est déjà. Oui, je pense qu'il faut croire d'abord, je suis de ceux qui pensent que l'intégration jouera un grand rôle dans l'avenir, n'est-ce pas, de l'Afrique au sud du Sahara. Et je pense qu'on peut trouver les solutions en remettant la diplomatie au cœur de l'action publique et de l'action régionale. Parce que ce ne sont pas des gens isolés, ce ne sont pas des États isolés. Nous sommes des peuples qui se sont installés de part et d'autre des frontières artificielles et par conséquent, il y a beaucoup de leviers qu'on peut actionner pour amener la paix. Le levier culturel, je pense qu'avec le levier culturel, on peut faire beaucoup de choses. Le levier spirituel aussi, religieux, parce que dans l'islam, il y a aussi des modérés, des grands modérés, et je pense que de part et d'autre de la frontière, nous avons intérêt. Et je pense que nous avons intérêt à ce que le Mali soit tranquillisé. Parce que dans le mouvement de l'immigration que vous voyez, nous sommes les mêmes, nous nous retrouvons de part et d'autre. Ce sont les colons qui ont dit qu'ici est Bénin, là où est Dahomey, ici est Mali, autres là. Sinon, nous sommes des peuples il a parlé de la période avant l'islam, et donc pré-islamique. Là, les peuples se rencontrent, se forgent, et en fonction de cela, nous avions intérêt que nous soyons loin du Mali ou proche du Mali, qui est la paix au Mali. Parce que s'il n'y a pas la paix au Mali, c'est que c'est toute l'Afrique, toute la société qui est désorganisée. Nous devons jouer chacun, notamment les médias. Parce qu'il n'y a pas d'action politique sans médias.
il n'y a pas d'action politique sans éthique. Donc, il appartient aux médias, n'est-ce pas, d'être des vecteurs de paix, des vecteurs de tranquillité. Et je pense que, lentement, moi, je ne perds pas d'espoir. Je pense que grâce à la diplomatie, grâce à l'intelligence des situations, on peut ramener, on peut canaliser l'imam Dicko. Parce que ce dont il s'agit de le canaliser. Il faut lui donner un autre rôle. Il faut faire en sorte qu'il joue un rôle qui contribue à consolider l'État malien. Parce que fédérateur, un rôle fédérateur. Si on ne le fait pas, c'est que nous tomberons, n'est-ce pas, exactement dans le cas du Front islamique du salut et nous aurons à régler des situations totalement impossibles et qui constitueront, n'est-ce pas, des terreaux pour l'insécurité sous-régionale. Qui, pour jouer ce rôle, peut-être comme médiateur, essaye de l'amener à rester canalisé dans ce rôle de fédérateur? Il est difficile aujourd'hui de le dire parce que la plupart de nos personnalités qui devaient être morales ont failli. Ce n'est pas seulement qu'au Mali, au Bénin, au Togo, au Niger. Il y a plus de personnes, on a plus de personnalités charismatiques. Voyez-vous? Parce que quand vous voyez au Mali, la personnalité qui doit être charismatique, c'est bien sûr lui maintenant qui est maintenant au cœur de l'action. Le Burkina vous parlera de son rôle. Ah oui, non, mais pour le Burkina et à bémol. Merci de le voir parce que je voulais bien évoquer qui continue d'être une autorité morale, n'est-ce pas, respectée. Mais ces gens d'autorité, on peut aussi les solliciter au-delà du Burkina. Il faut solliciter des autorités qui, plus ou moins, n'ont pas des mains entachées pour venir parler. Nous avons de plus en plus des rois qui n'ont de royauté que les couronnes qui mettent sur la tête le temps d'une cérémonie. Donc, tout ça fait que l'Afrique est en train de perdre des valeurs essentielles. Or, nous avions besoin de ces valeurs-là pour calmer les jeux, pour relancer les débats de paix. Mais malheureusement, ces valeurs sont en train de s'effriter du fait de la corruption tentaculaire. Parce que c'est la corruption qui a fait qu'aujourd'hui, les symboles, n'est-ce pas, de nos cultures, les symboles, les grands leaders religieux ne sont plus respectés, ne sont plus écoutés. Parce que la plupart sont entrés en politique et sont entrés dans le système partisan. Et quand vous êtes dans la partisanerie, pour parler comme l'autre, vous avez du mal à imposer une ligne de conduite. Oui. Suleiman Hamzat, sur, disons, les forces, ou j'allais dire les entités à mettre un peu en place pour essayer de canaliser un peu l'imam, parce que la tentation est là, le pouvoir est là. Moi, je vais un peu surfer sur les paramètres régionaux sous-régionaux. Comme la CEDEAO, nous avons, quoi d'autre là, il y a l'UEMOA, etc., etc. Il y a des qui ont en leur sein, n'est-ce pas, des structures de règlement des conflits et politiques ailleurs. Moi, je pense que, et j'ai le regret de le dire ici, que l'initiative n'est pas africaine. Je l'ai dit tout dernièrement dans une discussion, on m'a taxé de tout. Mais je trouve que l'initiative n'est pas africaine. Vous parlez de l'initiative tout court, elle n'est pas africaine. On attend toujours le pays, ou on attend que prenez le cas de notre frère qui s'est fait étrangler aux États-Unis. Tout le monde crie, ça ne va pas, mais l'Africain, il est là, il regarde. Il est passif. Bon, hier, on a failli ici avec quelques chars, canons à eau, là, et puis tout le monde a disparu. Ce qui est regrettable. Mais c'est pour vous dire quoi? Si ces institutions-là, à l'instar, par exemple, de Moussa Faki Mahamat, qui a pris sur lui l'initiative, par exemple, de retorquer, de dire ce qui se passe aux États-Unis n'est pas bien. Il est temps qu'au niveau sous-régional, que ces institutions-là se servent tout de suite de leur stylo et de rédiger ne serait-ce qu'un parcours qui puisse, en matière politique, religieuse et dans tous les autres secteurs, surtout économiques, aider l'imam Dicko à reprendre ne serait-ce que le flambeau. Là où moi je le vois aller, c'est pas... Ça n'augure pas d'un lendemain meilleur. J'ai d'énormes craintes, quoique je suis musulman, fervent et coagulé. Mais pas comme lui dans l'extrême où la charia, bon, lui aussi il s'y oppose un certain nombre de choses. Mais je souhaiterais que la CEDEAO, nos dirigeants,
qu'un président, c'est pas comme le nôtre ou ailleurs, prenne l'initiative d'aller le voir, pour dire, bon, voilà, votre pays nous pose assez de problèmes. Ouais. Quand le Mali est en insécurité, les armes sont dans la Pandjari. Hein. Ouais. Ils sont au Niger. Vous voyez ce qui s'est passé à Abidjan hier. Ça vient d'où? Ouais. Tout ça là, il y a un terreau quelque part. Et ça fait craindre qu'un imam prenne le devant, quelqu'un qui a une pensée religieuse puisse prendre le devant d'un pays. Moi, j'ai d'énormes craintes par rapport à ça. Ça finit toujours par être partisan. Et malheur à nous si c'est du côté le plus dur. On va faire un dernier tour de table, Ebetoye. Aujourd'hui, on nous intéresse un peu à Ibeka, notamment les portes de sortie qui s'ouvrent un peu à lui, sans doute avec ces initiatives qu'on a observées. Peut-être qu'il en est aussi l'initiateur pour essayer aussi de rencontrer l'imam et d'échanger un peu pour essayer de lui calmer. Est-ce que le niveau aujourd'hui qu'il a atteint, Ibeka a encore, disons, certaines marges de manœuvre, disons face aux ardeurs, je voudrais dire, de l'imam? Oui, non, il ne s'agit pas de calmer. Ouais. Si nous mettons ça sous ce langue de calmer et... Non, pas forcément de tempérer, je voudrais dire. Oui, il faut chercher à comprendre. Parce que la problématique est là, l'Ibeka peut reprendre de la main. Hein, parce qu'il n'est pas Diko et ses alliés et ne sont pas des personnages inconnus. D'accord? Ils posent des problèmes réels et donc il faut négocier. Il y a un seul mot, négocier. Négocier en ayant un esprit républicain. On ne va pas négocier en dehors de l'État. Voilà, parce que justement, on va négocier les points de vue ne s'achoppent pas à ce niveau aussi. Quelle est justement sa vision? Est-ce que n'a jamais été réglé. Donc, je pense qu'il ne faut pas négocier pour le plaisir de négocier. Il faut négocier avec des principes, avec des choses non négociables. Pour moi, les choses non négociables, c'est l'État. L'État, c'est l'État, et l'État partout est chez lui. Moi, j'appartiens à un courant, à une école qui estime que l'État partout est chez lui. Donc, je suis partisan d'un État fort. Un État fort, ce ne sont pas les individus, ça va au-delà des individus. Ça, c'est la société même. Il faut un cadrage, et le cadrage est constitutionnel. Il n'y a pas de négociation à faire en dehors de la Constitution. Et faire des négociations en dehors de la Constitution, c'est que nous optons pour une organisation centrale lâche. Donc, c'est serait du désordre organisé. Et moi, je ne suis pas pour le désordre organisé. Je suis pour que chaque entité joue son rôle au sein de l'État, que l'imam reste imam, et que si on peut le solliciter pour régler les conflits, on le sollicitera pour régler les conflits. Hamzat Souleymane, voilà, quelques secondes juste pour finir. Moi, je lui demanderais déjà de se désengager de tout, pour ne pas faire d'amalgame de tout le concept religieux, qui se désengage et qui fasse carrément de la politique. Alors si carrément il veut s'y engager, vous voulez dire? Je crois qu'il y va. Oui. Vu des mobilisations de ce genre, c'est pas un dîner de gala, ce qui s'est passé ici. Donc il faut y aller en sachant que je suis politique, je ne suis pas religieux. Si je suis religieux, on reste carrément à la mosquée et puis à la... Pas de mélange de gens. Voilà, et puis on y va. Parce que je suis sûr et certain, les États qui se veulent religieux sont des États qui finissent toujours par la catastrophe. Merci à vous, Souleymane Hamzat. Je rappelle que vous êtes consultant international en terrorisme et spécialiste également des questions de sécurité. Vous étiez donc en face de Ebetoye, qui est donc juriste intégrationniste. Merci à vous d'avoir pris part donc à ce débat où on parlait donc de l'imam Diko, voilà, Mahmoud Diko au Mali, ce qui menace évidemment le fauteuil de Ibrahim Boubacar Keïta. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette émission de Angle de Vue. À la prochaine.